Ma sœur a ricané de l'autre côté de la table. Peut-être que si ton gamin avait un vrai père, il ne serait pas aussi décalé. Mon fils a baissé les yeux. J'ai posé mon verre et j'ai dit, peut-être que si ton mari ne s'était pas tiré, tu ne vivrais pas dans ma chambre d'amis. Elle s'est étouffée avec sa boisson. Maman a sifflé entre ses dents, ne fais pas ça. Mais c'était déjà fait. Le truc, c'est que je n'ai jamais voulu qu'elle soit là au départ. Quand ma sœur Céline a débarqué sur le pas de ma porte il y a 5 mois avec sa valise et son fils de 11 ans, Enzo, je n'ai pas hésité. J'aurais dû. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Elle a dit que son mari était parti, qu'elle avait juste besoin de quelques semaines pour se retourner, qu'elle ne voulait pas être un fardeau. C'était le premier d'une longue série de mensonges. Avance rapide jusqu'au dîner du réveillon de Noël. Ma maison, ma table, mes règles, et elle vit ici gratuitement depuis le début. Elle mange ma nourriture, utilise ma voiture plus que moi, n'a jamais proposé d'aider pour la moindre facture, et réussit toujours à jouer la victime dans chaque conversation. Mais ce soir c'était la fin. La table était pleine. Mes parents, notre oncle et notre tante venus de Strasbourg, les cousins, tout le monde sur son 31, faisant semblant d'être plus civilisés qu'ils ne le sont vraiment. Mon fils Léo, qui a 9 ans, était assis à côté de moi, triturant le bord de sa serviette. C'est un enfant calme, un peu atypique peut-être, mais avec un cœur d'or et une intelligence percutante d'une manière que les gens ne voient pas toujours tout de suite. Le fils de Céline, Enzo, avait passé les derniers mois à s'assurer que Léo sache qu'il n'était pas assez cool, pas assez rapide, pas assez normal. J'en avais parlé à ma sœur plus d'une fois, mais elle balayait ça d'un revers de main à chaque fois. Alors, quand Enzo a ricané dans sa barbe parce que Léo avait mal prononcé un terme pendant une discussion sur l'astronomie, Léo est obsédé par l'espace et que Céline s'est calée dans son fauteuil avec son verre de vin comme si elle était de la royauté, j'ai senti la colère bouillir en moi. Mais elle est allée plus loin. Peut-être que si ton gamin avait un vrai père, il ne serait pas aussi bizarre. C'est ce qu'elle a dit. Juste là, de l'autre côté de la table, assez fort pour que toute la pièce l'entende et assez doucement pour prétendre que ce n'était que pour moi. Léo a baissé les yeux, les joues devenant immédiatement rouges. J'ai posé mon verre. Peut-être que si ton mari ne s'était pas barré, tu n'habiterais pas dans ma chambre d'amis. Elle s'est étouffée. Ma mère a chuchoté furieusement, ne fais pas ça. Mais je l'ai fait. Je me suis levée et j'ai fait teinter mon verre comme si j'allais porter un toast. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était clair. J'ai dit à tout le monde de bien profiter du repas, que le dessert serait servi bientôt, et qu'à partir de demain, j'allais instaurer de nouvelles règles à la maison. C'était ma façon polie de dire, prépare tes valises, Céline. Il n'y a pas eu de cris, juste un silence stupéfait, le genre de silence qui pèse sur les épaules de tout le monde. Mon père a demandé ce qui se passait, mais je n'ai pas répondu. J'ai juste commencé à débarrasser les assiettes. Léo m'a aidé, il le fait toujours. C'était le soir du réveillon, la nuit où tout a basculé, la nuit où j'ai enfin arrêté de faire semblant. Le lendemain matin, elle a agi comme si de rien n'était. Elle est descendue dans la cuisine en peignoir, s'est fait un café, a fait défiler son téléphone sur la table que j'ai achetée dans la maison que je paie, comme si nous n'avions pas eu une guerre froide autour d'un jambon de Noël la veille. Elle a même souri à Léo alors qu'il avait passé la majeure partie de la nuit emmitouflé dans sa couverture, me demandant s'il avait un problème. J'ai attendu qu'elle remonte à l'étage pour ouvrir le placard au-dessus du frigo et sortir les 2 sacs cadeaux que j'y avais cachés. Un pour elle, un pour Enzo. Je les avais choisis des semaines auparavant, de belles choses, chères pour être honnête. Et pourquoi ? Je les ai balancés à la poubelle. À midi, j'avais débarrassé toute trace de l'esprit de Noël dans le salon. Plus de sapins, plus de guirlandes, plus de lumière. Léo m'a aidé. Je lui ai dit que nous prenions de l'avance pour commencer l'année du bon pied. Il n'a pas posé de questions. La tension a commencé à grimper vers l'heure du dîner. Elle a remarqué que les cadeaux avaient disparu et a demandé où était le sien. Je lui ai dit que j'avais changé d'avis, que je ne lui devais rien de plus. Elle a demandé si on pouvait parler. J'ai dit qu'on le ferait une fois qu'elle aurait trouvé un nouvel endroit où vivre. C'est là qu'elle a commencé à pleurer, disant que j'étais dramatique, que je gâchais Noël,
que je ne comprenais pas à quel point c'était dur d'être une mère célibataire. Je lui ai rappelé que j'étais mère célibataire depuis 9 ans. Elle a tressailli. Quand mes parents ont appelé ce soir-là, manifestement après avoir reçu une version de la vérité qui la mettait plus à son avantage, je leur ai dit clairement que Céline avait jusqu'au jour de l'an pour déménager. Pas de prolongation, pas d'exception, et non, je ne reculerai pas. Ils ont essayé de me faire culpabiliser, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Les jours suivants ont été comme vivre dans un champ de mines. Elle claquait les portes, chuchotait au téléphone dans le couloir, mettait la musique à fond quand elle savait que Léo essayait de faire ses cahiers de jeu. Des post-it passifs-agressifs ont commencé à apparaître partout dans la maison. J'ai tout ignoré. Enzo était plus calme maintenant, je pense que même lui avait compris que quelque chose avait changé. Il a encore essayé d'embêter Léo 1 ou 2 fois, mais Léo restait près de moi la plupart du temps. Il apprenait à cerner les gens un peu plus vite maintenant. C'est le genre de leçon qu'on ne veut pas que son enfant apprenne si tôt, mais on en était là. Le 29 décembre, elle n'avait toujours pas fait un seul carton, mais j'avais déjà contacté un service de déménagement. J'ai laissé un dépliant sur son oreiller. Elle l'a déchiré et a laissé les morceaux sur mon lit. Nous avions tous les deux fini de faire semblant, sauf que moi, j'avais les cartes en main. Le matin du 30 décembre, l'ambiance était insupportable. Chaque tiroir qu'elle claquait, chaque soupir, chaque descente d'escalier théâtral était sa façon de me rappeler qu'elle était encore là, faisant de sa présence le problème de tout le monde. Puis elle a fini par bouger. Elle a traîné un sac poubelle noir rempli de vêtements froissés jusqu'à la porte d'entrée et l'a lâché comme si c'était symbolique. Elle se tenait au-dessus comme si elle venait d'accomplir un acte héroïque. Elle m'a regardé et a dit, « Je suppose que ta petite vie parfaite peut commencer maintenant. » Je lui ai dit de ne pas laisser de sac poubelle dans mon entrée et je suis retournée dans la cuisine. Pas de réponse, pas d'esclandre. Cela l'a mise plus en colère que n'importe quoi d'autre. Cet après-midi-là, je suis allée plus loin, j'ai changé le code Wi-Fi, je l'ai déconnecté de mes comptes de streaming, j'ai récupéré la télécommande du garage. Tout ce qu'elle considérait comme acquis avait disparu. J'ai aussi arrêté de fermer la porte de la chambre d'amis quand elle n'était pas là. Je voulais qu'elle voie que je n'avais pas peur qu'elle essaie de jouer à des jeux. Ce soir-là, je l'ai trouvée dans la cuisine avec une de mes bonnes bouteilles de vin, déjà à moitié vide. Elle n'a même pas essayé de se cacher, fixant son verre et demandant « Quel genre de personne vire sa propre sœur pendant les fêtes ?» Je n'ai rien dit. J'en avais fini de débattre du bien et du mal avec quelqu'un qui tordait les mots pour qu'il serve sa convenance. Elle a vrillé après ça, commençant à dire des choses qu'elle voulait probablement dire depuis des mois, que Léo allait devenir un mec bizarre, que si je n'étais pas aussi froide, j'aurais encore quelqu'un dans ma vie, qu'elle avait pitié de moi, que je la punissais parce qu'elle était la plus jolie, celle qui avait au moins eu un mari une fois. Je l'ai juste regardée, attendant qu'elle finisse de s'humilier. Vous savez ce que je lui ai dit ? Que j'étais jalouse. Jalouse qu'elle puisse vivre avec autant d'illusions sans se froisser un muscle. Elle a ri comme si elle n'était pas offensée, mais ses mains tremblaient quand elle a repris son verre. Puis elle est montée et a appelé maman. Je pouvais entendre les sanglots étouffés, la fausse humilité. Le plus grand talent de Céline a toujours été de tordre la vérité juste assez pour passer pour la victime. Maman m'a laissé un message vocal plus tard, disant des choses comme « Pense à Enzo » ou « C'est temporaire, attends au moins la rentrée scolaire ». Je n'ai pas répondu. Je pense qu'elle savait déjà que je ne le ferais pas. La seule fois où quelque chose a traversé tout ce vacarme, c'est quand Enzo est venu me voir ce soir-là. Il n'a pas posé de questions sur le déménagement, il a juste demandé si Léo serait toujours son ami après leur départ. Je n'ai pas répondu tout de suite, puis j'ai dit que c'était à Léo de décider qui le traitait bien. C'est tout ce que je lui ai dit. Le matin du réveillon du Nouvel An, je suis entrée dans le salon et je l'ai vu emballer de vrais cartons pour la première fois. Elle en avait récupéré au supermarché. Elle avait écrit « salle de bain » et « jouets » sur le côté. Enzo l'aidait à plier les affaires. On aurait dit qu'ils étaient sérieux cette fois. Je n'ai rien dit, j'ai préparé des crêpes comme n'importe quel autre matin. Ce soir-là, elle n'est pas descendue dîner. Je n'ai pas grimpé à l'étage. Léo et moi avons regardé un film dans ma chambre, juste tous les deux. À minuit,
On a regardé le décompte à la télé. Il s'est blotti contre moi et a chuchoté, « Je préfère quand c'est comme ça. » J'ai hoché la tête, moi aussi. Je me suis réveillée dans le silence. Pas celui où quelqu'un dort encore à l'étage, mais le vrai silence, celui où l'on sait que personne ne descendra les escaliers. Sa voiture n'était plus dans l'allée. Le blouson d'Enzo n'était plus sur le porte-manteau. La chambre d'amis était vide, le matelas à nu, les tiroirs de la commode laissés ouverts comme pour prouver quelque chose. Elle n'a pas laissé de mots, même pas un petit mot méchant. Pendant quelques minutes, je suis restée là à savourer l'instant. Puis je suis retournée dans la cuisine, j'ai allumé la bouilloire et j'ai commencé à faire du café. Léo est descendu un peu plus tard, se frottant les yeux, les cheveux en bataille. Il a regardé autour de lui et a demandé, « Ils sont partis ?» J'ai hoché la tête. Il n'a rien dit de plus, s'est assis à table et a pris une tartine. Il semblait plus léger, d'une certaine façon. Je pense que moi aussi. Mais cette paix n'a pas duré. Vers midi, j'ai décidé de récupérer enfin mon garage. Je voulais remettre quelques bacs de rangement à leur place. C'est là que je l'ai remarqué, le bac en plastique vert dans le coin du fond avait disparu. Celui que je n'avais pas touché depuis des mois. Ce n'était pas un des siens. À l'intérieur, il y avait quelques manteaux d'hiver, des couvertures de bébé de Léo que je n'arrivais pas à donner, et surtout, une boîte en métal fermée à clé. Mon coffre-fort. Je le gardais caché derrière les couvertures. À l'intérieur, il y avait les actes de naissance, mon passeport, le carnet de santé de Léo, mes papiers de divorce et une enveloppe d'argent de secours. J'ai vérifié dans le placard de ma chambre où je le gardais parfois. Rien. J'ai essayé de rester calme. Peut-être que je l'avais déplacé ? Non. Je me souvenais l'avoir remis dans le bac après avoir mis à jour certains documents. Je l'ai appelé, pas de réponse. Je lui ai envoyé un SMS. Rien. 10 minutes plus tard, j'ai eu une réponse, pas d'elle, mais de l'ancienne école d'Enzo. J'avais appelé sur un pressentiment pour demander s'il y avait eu une demande de transfert de dossier. Rien du tout. Je me suis assise à la table de la cuisine, fixant mon téléphone, et j'ai réalisé ce que c'était. Ce n'était pas juste un départ mesquin. Elle essayait de garder un moyen de pression, quelque chose qui pourrait me ralentir, me lier les mains, me forcer à avoir besoin d'elle encore un peu. Je lui ai envoyé un seul message, « Rends-moi le coffre avant 17h ou je porte plainte ». Elle a répondu à 15h18 disant qu'elle n'avait rien volé, qu'elle avait juste besoin d'un justificatif de domicile, prétendant qu'elle me le rapporterait une fois sa situation réglée et qu'elle ne voyait pas le problème. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je suis allée au commissariat et j'ai déposé plainte à 16h54 précise. L'officier n'a pas eu l'air surpris. Apparemment, elle avait déjà fait ce genre de coup, pas avec sa famille, mais avec une femme pour qui elle travaillait autrefois. Il y avait une note dans le système, un avertissement concernant des documents d'identité, empruntés. C'était vague, mais suffisant pour comprendre que ce n'était pas juste du désespoir, c'était un comportement habituel. Je n'ai rien dit à Léo, il pensait encore qu'ils étaient partis en paix et je l'ai laissé croire ça. Ce soir-là, j'ai ouvert les fenêtres de la chambre d'amis pour la première fois depuis l'été. J'ai changé les draps, passé l'aspirateur sous le lit, jeté les chaussettes orphelines et les bouteilles de shampoing à moitié vides. L'odeur de son parfum était encore légère sur l'oreiller, mais elle s'estompait. À minuit, j'avais déplacé mes doubles de clés, mes mots de passe et tout ce qui était important dans une nouvelle cachette plus sûre. J'ai dormi la porte de ma chambre ouverte, je pouvais enfin respirer. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle après le dépôt de plainte. Pas de SMS, pas de fausses excuses. Elle a disparu aussi vite qu'elle était arrivée, mais cette fois, elle n'a laissé aucune place à la pitié. Le coffre n'a pas été rendu. Je me suis dit qu'elle l'avait probablement jeté quand elle a réalisé que j'avais bloqué tout ce qui était utile à l'intérieur, mais son silence était trop stratégique. Elle savait que je ne jouais plus. 2 jours plus tard, j'ai reçu une alerte de fraude sur mon téléphone. Quelqu'un avait essayé de réinitialiser l'accès à l'un de mes vieux comptes d'épargne que je n'utilisais presque plus. Le système a bloqué la tentative. J'ai rechangé tous mes mots de passe, appelé la banque,
et je suis restée assise dans ma voiture pendant 10 minutes à respirer, pas en colère, juste épuisée. Je n'ai jamais rien dit à Léo. Il n'avait pas besoin de savoir que la même femme qui lui lisait des histoires le soir essayait maintenant de lui voler son avenir. Qu'il garde la version du revoir qui n'inclut pas de rapport de police. Le 3 janvier, vers midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai laissé sonner une fois, puis une deuxième. J'ai décroché. C'était une femme qui s'est présentée comme la propriétaire d'un appartement où Céline venait d'emménager. Elle a dit que Céline m'avait mise comme contact d'urgence et qu'elle appelait pour confirmer. J'ai ri, pas par amusement, c'était nerveux. Puis je lui ai dit que je n'étais plus disponible pour les urgences concernant Céline et je lui ai suggéré poliment de retirer mon numéro de son dossier. Elle a hésité puis a dit, c'est compris. Ce moment m'a apporté plus de paix que je ne l'aurais imaginé. Plus tard cet après-midi-là, Léo est rentré de l'école avec un dessin dans son sac. Il me l'a tendu comme si de rien n'était, mais je voyais qu'il y avait mis du cœur, des contours au feutre de notre maison, un petit carré de ciel bleu et nous deux devant la porte. Juste nous, pas d'invités, pas de voiture en trop dans l'allée, juste la tranquillité. Il m'a dit que la consigne était de dessiner ce que le mot « foyer » signifiait pour lui. Je lui ai demandé s'il voulait parler des dernières semaines. Il a haussé les épaules et a dit « Est-ce qu'on peut acheter un nouveau tapis ? Un qui ne sent pas sa crème pour le corps. » J'ai souri. On est sorti le week-end suivant et on en a choisi un ensemble, bleu doux avec des motifs discrets. Il m'a aidé à le dérouler dans le salon, puis il a reculé et a hoché la tête comme s'il venait de terminer un chef-d'œuvre. La pièce a immédiatement changé d'atmosphère, plus légère, comme si elle nous appartenait à nouveau. Ce soir-là, j'ai enfin ouvert le tiroir du couloir où j'avais fourré tout le bazar qu'elle n'avait pas pris la peine d'emporter, un bracelet emmêlé, des reçus, une éponge à maquillage, un chargeur qui n'était pas à moi. J'ai pris un sac poubelle, j'ai tout balancé dedans, je l'ai noué et je l'ai porté directement à la benne extérieure. Je n'ai pas hésité. Elle avait déménagé, mais là, enfin, elle était partie. Et pas seulement de la maison, mais aussi de l'air que je respirais, des meubles, de l'espace entre chaque souffle. Léo s'est endormi sur le canapé ce soir-là, emmitouflé dans une couverture, une main posée sur le nouveau tapis. Je l'ai laissé là et j'ai éteint les lumières. Ma maison était à nouveau calme, et cette fois, le silence semblait protecteur. Cela fait presque un mois qu'elle est partie, et je me surprends encore à hésiter quand je passe devant la chambre d'amis, comme si j'attendais d'entendre sa voix ou les pas lourds d'Enzo ou le bruit de son sèche-cheveux à 11 heures du soir. Mais il n'y a rien, juste le calme, ce genre de calme qui me paraissait autrefois solitaire mais qui aujourd'hui semble mérité. La chambre d'amis est à nouveau vide. Je ne me suis pas précipitée pour la remplir. J'ai pensé à en faire un bureau, peut-être un coin lecture pour Léo, mais je n'ai pas encore décidé. Pour l'instant, c'est juste de l'espace, propre et silencieux. C'est incroyable à quel point une pièce semble plus légère sans le poids de la rancœur. Il y a quelques soirs, j'ai enfin ouvert l'album photo dont elle se moquait tout le temps, celui que je gardais au fond de mon placard. Elle l'appelait mon « sanctuaire du passé ». Mais en réalité, ce sont juste des photos de Léo bébé, de moi et mon ex avant que les choses ne s'effondrent, et quelques vieux anniversaires. Je les feuilletais sans sourciller. Cela m'a rappelé que j'ai toujours réussi à reconstruire, même après les pires moments. Céline n'a pas cherché à me joindre. Pas d'excuses, pas d'explications, rien. Ce qui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Pour quelqu'un qui ne pouvait pas passer une journée sans avoir besoin de quelque chose, son silence est presque comique. C'est comme si, à l'instant où elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus me manipuler, j'ai cessé d'exister pour elle. Mes parents sont restés plutôt silencieux eux aussi. Ils ont appelé une fois après son départ pour demander comment allait Léo. J'ai donné une réponse courte. Ils n'ont pas insisté. Je pouvais entendre dans leur voix qu'ils essayaient de rester neutres, et je n'ai pas cherché à savoir de quel côté ils se rangeaient. Ça n'a plus d'importance. Je pense que le plus dur dans tout ça a été de réaliser que la limite entre l'amour et la tolérance est plus fine que ce qu'on veut bien admettre. J'aimais ma sœur, et je l'aimerai probablement toujours d'une manière compliquée et lointaine. Mais j'ai toléré sa cruauté, son arrogance et son sentiment que tout lui était dû pendant trop longtemps sous prétexte que, la famille, c'est la famille.
Mais être de la même famille ne donne pas le droit de briser quelqu'un et d'appeler ça de l'honnêteté. Ça ne donne pas le droit d'humilier un enfant de 9 ans à sa propre table et d'espérer être logé gratuitement le lendemain. Ça ne donne pas le droit de semer la pagaille et de laisser quelqu'un d'autre nettoyer les taches sur le tapis. Je l'ai laissé entrer chez moi parce que je pensais bien faire, mais la vérité, c'est que je l'ai laissé entrer parce que je croyais encore qu'elle pourrait être différente cette fois. Elle ne l'était pas. Et ce n'est plus mon problème. Léo va mieux. Il pose encore des questions parfois, des petites choses, comme pourquoi Enzo n'a pas dit au revoir. Je lui donne des réponses honnêtes, sans drame, juste la vérité. Tout le monde ne sait pas comment traiter les gens avec gentillesse, même s'ils disent qu'ils vous aiment. Nous avons créé nos propres petites traditions maintenant, des crêpes le samedi matin, des soirées ciné le jeudi et de longues promenades après l'école quand il fait beau. Je remarque qu'il parle plus. Il ne sursaute plus quand il écorche un mot et ne doute plus de lui-même quand il est enthousiaste à propos de quelque chose. Il est en sécurité, et c'est tout ce qui m'importe. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est qu'aider quelqu'un ne devrait jamais vous coûter votre paix, votre dignité ou la joie de votre enfant. Si c'est le cas, vous n'aidez pas, vous entretenez un comportement toxique. Je ne ferai plus jamais cette erreur. J'ai encore le message vocal qu'elle m'a laissé la veille de son arrivée, celui où elle avait l'air terrifiée, petite, comme si le monde l'avait mise à terre. Parfois, je me demande quelle part de tout ça était réelle. Peut-être que tout l'était. Mais la vérité est que souffrir ne donne pas le droit de faire souffrir les autres. Je n'oublierai pas ce qui s'est passé, mais je n'ai plus de colère. J'en ai juste fini. Complètement, et en paix.